n'accepte pas que des dirigeants amènent le pays à la catastrophe économique parce que ce qu'ils veulent, c'est de mettre ici un pays qui soit dictatorial dans lequel certains groupes de privilégiés vont décider les lois. De mon point de vue, c'est la catastrophe d'Israël. Il y a eu des démentis de la part de la Banque d'Israël, de la part des chefs de la bourse. Dans les journaux, il est marqué qu'on a téléphoné aux chefs de banque. Et on a demandé, est-ce que c'est vrai que chez vous, des gens enlèvent de l'argent pour le mettre à l'étranger? Ils disent, il y en a qui enlèvent et il y en a qui mettent. Et sachez que c'est toujours comme ça. Bonjour et merci de nous retrouver pour le débat de la semaine. Et aujourd'hui, nous allons évoquer l'impact de la réforme judiciaire sur l'économie israélienne. Un certain nombre de licornes israéliennes ont déjà annoncé qu'elles retireraient les fonds importants de leurs comptes bancaires israéliens pour les placer à l'étranger en raison de la pression exercée par des investisseurs étrangers inquiets. Il y a quelques jours, plusieurs dizaines de personnalités du monde économique israélien ont écrit au Premier ministre Binyamin Netanyahou pour le mettre en garde des conséquences d'une telle réforme sur l'économie israélienne et à tenir des négociations sur ces propositions. Et puis sans oublier, bien entendu, l'agence de notation Standard & Poor's qui ont expliqué que ces plans de refonte du système judiciaire pourraient avoir un effet négatif sur la notation du pays. De son côté, Binyamin Netanyahou s'est déclaré à plusieurs reprises confiant et certain que la réforme n'aurait aucune incidence sur l'économie du pays. De quelle manière l'économie israélienne va réagir à cette réforme si elle est appliquée dans son intégralité? Va-t-on assister à une fuite des capitaux et des cerveaux en Israël? Et pourquoi existe-t-il un rapport entre le système judiciaire et l'économie israélienne? Ce sont un peu les questions que nous allons poser aujourd'hui à nos invités pour ce débat. Et dans le studio avec nous, nous sommes avec Dr Daniel Guggenheim, spécialiste en économie. Daniel, bonjour. Bonjour. Et merci d'être avec nous. Et nous sommes aussi avec le professeur Elise Brezis, qui est professeur d'économie à l'université de Bar-Ilan. Je voudrais commencer avec vous, professeur Brezis. Est-ce que vous pouvez nous expliquer d'une manière d'abord générale, sans rentrer dans le cas particulier du système judiciaire, d'une manière générale, quels sont les liens qui existent entre le système judiciaire et l'économie? Est-ce qu'on serait prêt à investir de l'argent quand on n'est pas sûr de pouvoir le recevoir de retour? En général, non. Est-ce qu'on investit de l'argent quand on pense qu'une personne corrompue peut vous le prendre parce que finalement, elle a des rapports très proches avec un des juges qui a été nommé par son copain au Parlement et donc pouvoir perdre de l'argent? Il n'y a aucun pays corrompu dans lequel il n'y a pas de système judiciaire clair qui peut continuer à se développer. Nous avons développé une économie extraordinaire. Les lois jusqu'à présent ont permis justement cette croissance incroyable. Nous allons tout perdre. C'est-à-dire que ce que vous nous dites, c'est que le système judiciaire, en fait, garant d'une économie saine et prospère. Absolument. Vous avez parlé de gens, de licornes, c'est-à-dire des gens qui enlèvent leur argent. Moi, j'ai un bon œil, et moi, je vois les gens qui viennent. Moi, je vois, il y a quelques jours, Ravia, 3 milliards de dollars. On a investi 100 millions de dollars. Je vois hier Liquidity, qui est une fintech israélienne, 700 millions de dollars. Ça dépend ce qu'on veut voir. Qui investissent en Israël. Crowd 2023, et la semaine dernière, a eu lieu une réunion internationale des entreprises du monde entier, des investisseurs, du monde entier, dans les startups, de la technologie. On sait qu'il va y avoir une réforme judiciaire. 80 pays, des dizaines de milliers de tous les pays, de gens qui sont venus et des milliards de dollars qui vont être investis. On va rentrer déjà. Maintenant, pour revenir à... Daniel va rentrer déjà dans le système. Je voudrais juste que vous me répondiez par rapport à ce qu'a dit le professeur Brezis. Concernant justement le rapport est-ce que vous êtes d'accord avec ce rapport qui existe entre l'économie et le système judiciaire? Il y a un lien qui existe de toutes les manières. D'abord, pas du tout.
Pourquoi? Vous avez des pays comme l'Arabie Saoudite, la Chine ou d'autres pays qui sont des pays où il n'y a pas une Cour suprême, où il n'y a pas un espace judiciaire qui est libre, où il y a beaucoup de corruption, et ce sont des pays qui ont le plus de croissance, et les investisseurs du monde entier se battent pour y investir. Il n'y a absolument... J'ai entendu les pays d'Arabes Unis aussi sont loin d'avoir la démocratie israélienne, et pourtant, on investit énormément là-bas, et il n'y a pas d'autre à ces mots, bien que disent les investisseurs du monde entier, pour dire c'est formidable d'investir dans ces pays-là qui sont pourtant très, très corrompus. Alors, professeur Elise, oui, je vais répondre parce que c'est très intéressant. C'est vrai qu'il y a des pays corrompus qui se développent. C'est vrai pour la Chine, c'est vrai pour certains pays arabes, mais ce qui se passe, c'est qu'à un certain moment, quand vous êtes déjà beaucoup plus développé, ce qu'on a besoin, ce n'est plus des investissements dans des industries très simples, comme ça se passait en Chine, mais des choses beaucoup plus sophistiquées. C'est le cas d'Israël. Et là, on n'investit pas. Et c'est en fait très intéressant parce que la Chine va se retrouver maintenant exactement dans une même problématique. Elle aussi veut passer à des secteurs plus high-tech, et là, eh bien, plus personne n'est prêt à investir. Vous savez très bien, la Chine se trouve actuellement dans un problème. Et donc, Israël, qui se trouve déjà parmi les pays développés, n'est pas du tout dans la même situation. Si nous sommes corrompus, eh bien, nous serons comme le Liban. Et c'est là la catastrophe. Et en plus, comme vous avez dit, ce n'est pas seulement le problème du capital, c'est le capital humain. Un capital humain développé ne veut pas rester dans un pays corrompu et dictatorial. Mais sinon, Daniel a tout à fait raison qu'il y a des pays corrompus qui peuvent se développer, mais pas avec le niveau de connaissance d'Israël. C'est-à-dire donc que nous allons régresser. Ça dépend des secteurs de développement qui existent dans le pays. Absolument. Voilà. Absolument. Alors justement, par rapport à ça, et on va rentrer vraiment dans le vif du sujet, c'est que Daniel nous a donné des exemples de sociétés qui investissent, de fonds d'investissement qui continuent à verser de l'argent ici en Israël. Alors est-ce que, Élise, est-ce qu'on ne voit pas ce qu'on a envie de voir en fait, et que non, alors, vous attendez, nous parlez... Très bonne question. Vous posez une très très bonne question. Alors regardons les données macroéconomiques. Finalement, il y a peut-être encore un peu d'argent qui rentre, il y a de l'argent qui sort, alors faisons le total. Et le total, c'est exactement ce qui fait bouger le taux de change. En plus, la Banque d'Israël est en train de vendre des dollars pour que le taux de change n'augmente pas trop. Donc, on peut se retrouver ici la semaine prochaine, dans 2 semaines, quand vous verrez qu'on passera du 3,50 au 3,60, au 3,80 ou 4, ça voudrait dire une chose, c'est qu'il y a plus d'argent qui sort que de l'argent qui rentre. C'est tout, c'est si simple. Daniel ? Voilà. D'abord, concernant le fait qu'Israël deviendrait un pays corrompu ou qu'il y aurait plus de justice qui serait indépendante, j'ai lu la réforme qui est dite, je m'insurge contre cette affirmation, et la justice restera indépendante, et Israël, il y a des problèmes de corruption comme tous les pays, ne sera pas plus corrompu. Ça, c'est une chose. Une deuxième chose, il y a eu des démentis de la part de la Banque d'Israël, de la part des chefs de la bourse. Et cette semaine encore, il y a dans les journaux, il est marqué qu'on a téléphoné aux chefs de banque. Et on a demandé, est-ce que c'est vrai que chez vous, des gens enlèvent de l'argent pour le mettre à l'étranger? Ils disent, il y a comme ça. Il y en a qui enlèvent et il y en a qui mettent. Et sachez que c'est toujours comme ça. Vous avez parlé du shekel qui diminue. C'est vrai, il y a aussi, sûrement vous le savez en tant que professeur, ce qui dit Ricardo, l'économiste, qui a des fois les marchés économiques et spécialement de devises ne sont pas des marchés qui sont reflètent obligatoirement toujours la réalité économique. Je crois pas que l'Europe va tellement bien, point de vue macroéconomique, Israël va beaucoup mieux, et je ne m'explique pas, et on ne s'explique pas vraiment pourquoi l'euro a remonté, il y avait des prévisions bien plus faibles. Donc ce que je veux dire, c'est que il peut y avoir des moments, des choses qui peuvent s'expliquer beaucoup par psychologie, et
pas par des faits économiques. Ce qui est très important, et je pense que vous êtes d'accord, en tant que scientifique, ce sont les faits économiques. Or, dans les faits économiques, il n'y a aucune pour l'instant, on parle comme ça, il y a des gens qui disent, je vais peut-être le faire, etc. Point de vue fait, factuel, maintenant ou après, il n'y a pas de ça qui est envisagé. Alors, peut-être que pour le moment. Daniel, les données sont noires sur blanc. Quand même pas exagéré. On a déjà vu, et faut quand même dire la réalité en face. Les banques ont parlé avec Smotrich et lui ont dit très clairement, l'argent sort, les comptes partent, faites quelque chose. Et qu'est-ce que Smotrich leur a donné comme réponse? Où étiez-vous pendant les esquemés Oslo? Pourquoi à ce moment-là vous n'avez rien fait? C'est-à-dire qu'il comprend très bien qu'on va à la catastrophe, mais il est en train de se dire, on a déjà eu, de son point de vue, des catastrophes, donc là aussi ce sera une catastrophe, tant pis. Non, pour moi, ce n'est pas le cas. Je n'amène pas, je n'accepte pas que des dirigeants amènent le pays à la catastrophe économique parce que ce qu'ils veulent, c'est de mettre ici un pays qui soit dictatorial dans lequel certains groupes de privilégiés vont décider les lois. De mon point de vue, c'est la catastrophe d'Israël. Alors, on peut discuter aujourd'hui avec Daniel sur est-ce que c'est 4 milliards qui sont sortis, 10 milliards qui sont sortis, 700 millions qui sont rentrés. Je vous assure que dans un mois, ce ne sera plus le cas. On parlera simplement comment arrêter la catastrophe. Alors justement, Élise, je voudrais parce que je sais que vous avez écrit un article sur ça, concernant justement lorsque le gouvernement, lorsque le ministre de la Justice a fait ses propositions de réforme, est-ce qu'il y a eu des vérifications qui ont été faites justement pour savoir quelles vont être les implications économiques? Oui, alors là, c'est la bonne question. On était tous sûrs, et aussi, je pense, les parlementaires, que le groupe qui a proposé ces changements et qui ferait une vérification, exactement comme un architecte qui construit un pont, même s'il est beau ou s'il n'est pas beau, et là, je peux ne pas être d'accord si ce changement juridique est bien ou pas bien d'un point de vue juridique pur. Mais personne n'a vérifié. Il s'avère que l'architecte n'a pas vérifié si ce pont tenait. Mmh. C'est-à-dire qu'il n'y a eu aucune vérification de quelles seront les conséquences économiques. Vous voyez très bien que moi, je ne parle pas des conséquences judiciaires. Je prends pour donner ce qui est écrit. Je ne regarde que sur le côté économique. Je ne suis qu'une économiste. Et c'est là-dessus que vient ma peur terrible. C'est qu'on va payer un prix énorme d'un point de vue économique. Le high-tech est déjà en difficulté. Mais le high-tech va partir. Les jeunes, ce sont les jeunes qui vont à l'armée. Ce sont les jeunes qui payent des impôts. Ce sont les jeunes qui travaillent. Mais pourquoi ils vont partir? Pourquoi ils vont partir? Parce que vous dites qu'ils n'auront plus la possibilité de travailler dans ce pays, ou parce que qu'on ne veut pas vivre dans une dictature. Les jeunes là sont très honnêtes. Ils vous disent on a toujours été prêts à payer nos impôts, sachant qu'il y avait aussi un petit peu de la corruption en Israël jusqu'à présent. Et pourtant on le faisait. Mmh. Mais on le faisait parce qu'on voyait un espoir. Mmh. On perd l'espoir d'un pays d'Israël démocratique, non dictatorial. On ne peut pas l'accepter quand on a vécu dans une vraie démocratie. Daniel. D'abord, concernant la réunion... j'ai des choses que je ne peux pas laisser dire. Non, parce qu'il y a une campagne de presse... Il y a une campagne de presse... Il y a des assertions qui sont dites ici, et les gens vont me dire, pourquoi tu n'as pas répondu à ça? Je réponds. Vous avez parlé d'une réunion qui a eu lieu entre Smotrich et le directeur de banque. Vous n'y étiez pas, je n'y étais pas. La presse, elle dit ce qu'elle veut. Il y a une campagne de presse horrible qui est, dans certains milieux, qui est faite. Et moi, je vous dis que c'est pas ce que les banques ils ont dit. Moi, j'ai lu d'autres choses. Parce que ce que les banques ont dit à Smotrich, c'est pas ce que vous je n'ai pas ça lu. C'est une chose. Une deuxième chose. Je termine juste ça parce que je ne vous ai pas interrompu. Je termine juste ça.
dément. Israël ne va pas être un pays dictatorial. Israël ne va... Et ce que vous décrivez, ce n'est pas du tout ce qui... C'est hystérique, permettez-moi de le dire. Ça n'a rien à voir avec la réalité. Et moi, j'ai fait une recherche pour savoir, par exemple, est-ce que le Bagat dont on parle ici, la Cour suprême, est-ce qu'elle défend vraiment, par exemple, les épargnants, les investisseurs dont vous avez parlé? Moi, j'ai vu que beaucoup de fois, le Bagat n'a pas défendu les investisseurs. Par exemple, quand le gouvernement, à l'époque, a décidé de mettre des impôts sur les coupots de Gemmel, alors, c'est-à-dire sur les caisses de retraite, alors qu'il n'y avait pas, alors ils ont dit, mais c'est rétroactif, comment vous pouvez faire ça? Et le Bagat a dit non. Parce que comme des gens ont reçu pour ça des avantages fiscaux, on ne veut pas intervenir. Donc, c'est pas vrai. Le Bagat n'est pas quelqu'un, elle n'a pas fait son rôle toujours de pouvoir garantir les investisseurs. Et j'ai beaucoup d'exemples. J'étais à la Choutenir Antérieure et je le sais, le Bagat n'est pas du tout une protection pour les investisseurs. Je voudrais quand même qu'on s'arrête sur un point. Le cri d'Élise, c'est un cri qui représente une jeunesse. On voit des manifestants. On peut prendre quand même en compte quand même ces manifestations et cette protestation. On peut pas dire que c'est hystérique seulement. D'abord, j'essaie de parler sur le plan politique, bien qu'il y ait ici beaucoup de politique qui est fait et dans cette discussion. Il est clair, et a été dit hier à la télévision, c'est financé, ces manifestations-là, certains milieux d'affaires et autres, c'est clair et net. Il y a du bourrage de crâne qui est fait. Je vous dis, vous connaissez des jeunes qui disent ça. Il y a beaucoup d'autres jeunes qui pensent autrement. C'est pas vrai. C'est de l'hystérie. Ce n'est pas ça. Il y a des sondages qui ont été publiés. J'ai vu sur la réforme hier. J'ai vu ça sur la réforme juridique. Ça dépend comment on présente les choses. L'ensemble de la majorité, d'après ce que j'ai vu hier, est pour, y compris dans les jeunes, y compris et même dans la gauche, et pour la réforme judiciaire. Simplement, il faut savoir qu'est-ce qu'elle fait. Élise. On a regardé, les gens ne sont pas en grosse majorité pour cette réforme. C'est vrai qu'il y a eu un vote, et c'est vrai que dans le vote, il y a la majorité pour le Likoud, les religieux, etc. C'est vrai. Mais personne avant n'avait parlé de faire cette grande réforme. Il s'agissait surtout de problèmes internes, de problèmes du fait que les prix ont augmenté, le fait qu'il y avait des problèmes dans le Negev, et Ben Gvir est arrivé avec autant de députés parce qu'on pensait que peut-être il s'occuperait des problèmes de ce qu'on appelle Meshilout. Personne n'a pensé qu'on allait sur une réforme pareille, qui se fait uniquement parce que c'est dans l'intérêt de M. Netanyahou, c'est dans l'intérêt de M. Derry, et c'est dans l'intérêt des religieux qui ne veulent pas aller à l'armée. Et uniquement s'il n'y aura pas de Bagatz, si effectivement cette réforme passe telle qu'elle passe, il faut très bien comprendre ce que ça veut dire. Ça veut dire que les juges seront en fait des amis des politiciens, qu'évidemment, tout de suite, ils mettront que la loi et que les religieux ne soient pas obligés. Enfin, les religieux, je ne parle pas des religieux, je suis moi-même religieuse. Donc, que les Haridim ne soient pas obligés d'aller à l'armée, qu'on accepte des changements qui amènent à la corruption, il n'y aura plus des lois de propriété réelle, et donc, évidemment que les jeunes qui travaillent dans le high-tech, les jeunes même qui étudient à l'université, ne verront pas d'espoir dans ce pays. Nous ne voulons pas un pays autocratique. Alors. Daniel, peut-être c'est ce que vous voulez, mais moi qui suis religieuse, je ne veux pas d'État autocratique. Je ne veux pas que les rabbins me disent quoi faire. Et ma religion à moi, et mon judaïsme à moi, est un judaïsme où c'est écrit Tzedek Turdov. C'est pas écrit que des corrompus vont pouvoir prendre l'argent de gens qui travaillent dans les sociétés pour le bien du pays. Et c'est pour ça que je m'oppose à cette réforme qui va casser Israël.
On va devoir terminer. Un petit mot pour conclure. Je suppose que vous avez beaucoup de choses à dire. Allez-y. D'abord, je dirais factuellement que les gens savaient très bien qu'il y avait une volonté de réformer le système juridique. Ça a été dit par tous les partis, donc je pense que ça a été dit. C'est pas quelque chose. Les gens ont voté aussi en partie pour ça. Maintenant, les gens ne savaient pas exactement quelle était la réforme. Maintenant, évidemment, peu importe, mais ils savaient qu'il y aurait une réforme et qu'il y aurait une réforme disant que la Knesset pourrait faire certaines lois et que le Bagat pourrait pas l'interdire, etc. C'était des choses qui étaient dans le monde public. C'est pas venu comme tout d'un coup une bombe qui est venue comme ça. Encore une fois, et c'est pas, c'est faux de dire que maintenant les Juifs vont devenir des amis des politiciens. Simplement, il y aura, ça va être décidé autrement. Il y aura sûrement, ils ont plus, idéologiquement, ils sont peut-être moins à gauche. Et je pense que même, point de vue économique, c'est sûr que la bureaucratie, ça aidera beaucoup de choses. Au contraire, je pense qu'Israël, après tout, malheureusement, vous êtes pris dans moi j'ai dit cette campagne de presse qui n'est pas factuelle, et c'est pour ça qu'à mon avis, vous dites des choses pareilles. Voilà, c'est ce que je voulais dire. Moi, je travaille avec les données macroéconomiques. La dernière phrase. Je suis à la tête du forum macro et je vois les données. Et les données vont montrer que nous allons vers une catastrophe. C'est faux. Il faut arrêter ce changement. C'est faux. Je dois dire c'est faux, et je dois dire il faut faire très attention, parce que quand vous faites ça, il y a des gens qui croient ce genre de choses et ils paniquent, et c'est faux. Tout le monde dit le contraire en Israël et dans le monde entier. Très bien. On est malheureusement obligé de terminer. J'espère qu'on ira quand même bien. J'ai envie de dire que on verra ce que l'avenir nous dira, et que j'espère que les prévisions que vous avez faites, Élise, ne se réaliseront pas, mais bien entendu, c'est que l'avenir qui nous le dira. Merci en tout cas, Élise, et merci professeur Élise Brésis, merci docteur Daniel Guggenheim d'avoir participé à ce débat. Au revoir. Merci. Au revoir.